Cultination, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Kane Gamble, un jeune Britannique de 18 ans qui a piraté le compte de la messagerie du chef du renseignement John Brennan, ainsi que plusieurs portails et outils du gouvernement américain. Il faisait partie d'un groupe de piratage et était connu sur les réseaux sous le nom de Krakas. Son acte va le mener directement en prison, où il y passera 2 années avec une interdiction d'accès à internet jusqu'en 2020. C'était une affaire très médiatique. Toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont en description et on ne fait qu'informer à propos de l'affaire. Mais avant de nous imprégner du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Allez, on commence. Un adolescent perturbé. Kane Gamble était un adolescent très intelligent. Il était connu en ligne sous le nom de Kraka et était par-dessus tout le membre le plus important d'un groupe de piratage nommé Krakas with Attitude, CWA. Son appartenance au groupe n'est plus à démontrer. Son génie dans le monde de l'informatique était sans pareil, au point où à la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016, il a fait de nombreux dégâts, notamment le piratage des comptes personnels de plusieurs responsables du gouvernement américain, comme le compte internet personnel du directeur du renseignement national, James Clapper, à ce moment. À cette époque, Kane Gamble n'avait que 15 ans. Son équipe et lui n'étaient pas vraiment les plus habiles comme on pourrait s'imaginer. Ils étaient très bruyants. L'essentiel pour eux ne se résumait pas véritablement au piratage, mais plutôt dans la revendication de leur dernière victime. Pourtant, certains voyaient ce groupe de jeunes hackers, CWA, comme des enfants d'Anonymous si le groupe d'activistes a engendré des rebelles adolescents sans cause et avec une autodérision. Dans une interview avec une journaliste de la CNN, Laurie Segal, qui l'avait questionné par rapport à la finalité, le jeune Gamble avait affirmé à l'autre bout du fil que le but de leurs intrusions dans les comptes personnels des autorités et responsables du gouvernement américain était de révéler toutes les atrocités des gens de la Maison Blanche dans les pays de guerre. L'interview s'était déroulée par téléphone en direct sur la chaîne CNN. Kane a utilisé un modificateur de voix. Et pour ceux qui sont intéressés par l'interview en entier, je vous mets son lien juste en description. L'autre but de la journaliste était de savoir à quel point le groupe était sophistiqué et opéré. À cela, il répond « Je nous mettrai en quelque sorte comme au milieu peut-être. Nous ne sommes pas comme stupides, mais nous ne sommes pas vraiment intelligents. » À la question de savoir comment il procédait, le jeune pro-activiste avait déclaré dans l'interview que lui et son équipe faisaient recours à un modificateur de voix avec les centres d'appel et les opérateurs pour recueillir assez d'informations personnelles sur leur cible, comme son nom, son adresse, son numéro de sécu et d'autres détails. Après ça, il essaie de manipuler l'AOL, comme quoi ils veulent modifier le mot de passe initial de la cible. Et tout cela en se faisant passer pour le propriétaire des informations. Après ça, ils essaient d'obtenir les 4 derniers chiffres du compte bancaire de leur victime, pour ainsi générer un mot de passe afin d'accéder au compte de cette dernière. Sur une échelle de 1 à 10, il a situé la difficulté du piratage à 1. C'était trop facile pour eux et parfois qu'ils fumaient aussi des substances psychotropes pour le faire. Il en est devenu addictif au point d'en consommer toute la journée et tous les jours. Le groupe était si persistant et manifestant au point que le FBI a lancé une alerte sur les activistes qui ciblent les politiciens et les policiers, en mettant un point d'orgue particulier sur le groupe de Gamble. Kane Gamble a finalement été arrêté en février 2017. Selon l'accusation, ses actes visaient à soutenir les Palestiniens et étaient motivés par la mort de civils innocents. Il avait plusieurs fois prétendu pirater les comptes des responsables pour soutenir la lutte du peuple de la Palestine. Les faits qui lui ont été reprochés. Depuis sa chambre à Coalville, dans la région des East Midlands, en Angleterre, Gamble a utilisé la tactique connue sous le nom d'ingénierie sociale, rassemblant des informations disponibles en ligne pour se faire passer pour d'autres personnes, puis utilisant leur identité pour obtenir des informations supplémentaires auprès des services d'assistance, des centres d'appel et d'autres sources. Il s'était notamment fait passer pour John Brennan, du chef du renseignement américain et ex-directeur de la CIA, auprès de certains opérateurs téléphoniques tels que Verizon et AOL. Ainsi, il a réussi à obtenir plusieurs informations qui lui ont permis de pirater la boîte email de l'ancien directeur de la CIA pour ainsi accéder à des documents sensibles, dont des informations sur des opérations militaires et de renseignements en Iran et en Afghanistan. Kane Gamble avait également réinitialisé le mot de passe, ainsi que pris le contrôle de l'iPad de la femme de John Brennan, avec qui il a parlé au téléphone alors qu'elle appelait l'opérateur AOL.
Le jeune homme a aussi pris pour cible l'ancien responsable de la sécurité intérieure, Jeh Johnson, qu'il avait appelé à plusieurs reprises, réussissant même à faire apparaître le message « Vous êtes à moi » sur l'écran de la télévision familiale. Parmi ses autres cibles figurent des conseillers de l'ancien président américain Barack Obama, un agent du FBI, le réseau du ministère de la Justice, dont le dossier de l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, et il a également divulgué certaines des informations qu'il avait recueillies à l'aide de divers sites web, dont Wikileaks. Le tribunal l'accuse aussi d'avoir téléchargé les détails de 20 000 employés du FBI via le site du ministère américain de la Justice. Il a par ailleurs laissé le message signé « C'est pour la Palestine ». Il s'est vanté « C'est tellement sérieux que je tremble, et ça doit être le plus gros piratage de tous les temps ». Le juge qui donne la sentence du jeune homme en 2018 le qualifie, lui et son groupe, de cybergang, qui a mené une campagne extrêmement désagréable de cyberterrorisme à motivation publique. Son action a également visé l'ex-directeur adjoint du FBI, Mark Giuliano, et James Clapper, directeur du renseignement national sous Obama, ainsi que leur famille. Il s'est vanté d'avoir commis la meilleure infraction de tous les temps, après avoir accédé à une base de données du FBI pour obtenir les noms de 1000 employés et les détails de l'officier responsable de la fusillade notoire de Michael Brown à Ferguson, Missouri. Les informations réunies par Gamble ont ensuite été utilisées pour mener une attaque swatting contre John Holdren, un conseiller scientifique et technologique du président américain Barack Obama, entraînant l'envoi d'officiers armés au domicile familial de M. Holdren. Gamble a été arrêté en février 2016 à son domicile près de Leicester, à la demande du FBI. L'adolescent, qui affirme qu'il n'a pas réalisé la gravité de ce qu'il faisait à cause de son autisme, sera condamné à 2 ans d'enfermement dans une prison pour jeunes. Il a admis 8 chefs d'accusation d'exécution d'une fonction dans l'intention de sécuriser un accès non autorisé et 2 chefs de modification non autorisés de matériel informatique. Après avoir passé seulement 8 mois dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, encore connue sous le nom de Hell March, pour ses conditions extrêmement difficiles et plus d'1 année en probation sans aucun accès internet, Gamble est aujourd'hui un homme libre. Nous n'étions pas des comploteurs ni des insoumis. Nous n'étions que des enfants à l'époque qui causaient des problèmes. Cette déclaration du jeune démontre la naïveté dont faisait preuve le groupe. Il déclare d'ailleurs par la suite qu'il avait beaucoup réfléchi à ce qu'il avait fait et le regrettait. Je pense que beaucoup de choses étaient plus graves que je ne le pensais à l'époque. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce que j'ai été accusé des accusations que j'avais, a-t-il déclaré. Je ne suis plus cette personne, j'étais jeune et stupide. Après son incarcération. Au cours des mois qui ont suivi sa libération, Gamble a déclaré qu'il travaillait à se préparer à démarrer une carrière dans l'industrie de la cybersécurité, en apprenant autant que possible sur les applications web, la sécurité mobile et l'infrastructure internet. Il ajoute aussi avoir trouvé des failles dans 2 applications de messagerie populaire et avoir obtenu une prime de bug grâce au programme de l'entreprise qui récompense les pirates et les chercheurs qui les alertent des problèmes de leur système. Serait-ce son passage en prison ou la maturité qui lui ont fait prendre conscience de la gravité de ses actes? Tout compte fait, il a exprimé ouvertement ses regrets en ajoutant qu'il n'a aucun intérêt pour le crime. Il vit aujourd'hui sa vie comme il l'a souhaité jadis. Les responsables américains ciblés. Dans un article publié le 12 février 2016, à propos du piratage d'une base de données du FBI, on affirme qu'un hacker, Kane Gamble, avait écrit sur le réseau social Twitter qu'il avait réussi à pirater les comptes de plusieurs milliers d'agents fédéraux américains, dont 20 000 comptes du FBI. L'auteur de ce délit affirme avoir réussi son coup en infiltrant le compte de messagerie d'un employé du ministère de la Justice. Ce pirate aurait malheureusement piégé ce dernier en lui demandant ses identifiants pour accéder au portail et a utilisé les informations de celui-ci pour se connecter à une machine virtuelle du ministère à distance. Cette machine virtuelle lui permettait d'avoir accès à 3 ordinateurs, dont l'un appartenant à sa victime et avec lequel il a pu avoir accès aux bases de données tant du FBI que du DHS, qui étaient en intranet avec le ministère de la Justice américaine. En clair, il aurait tout simplement infiltré un système protégé du FBI, en se vantant d'ailleurs de posséder encore des gigaoctets de données du ministère américain de la Justice. Les données qu'il a piratées contiennent des noms des employés concernés, leur numéro de téléphone, leur adresse mail et les fonctions qu'ils occupent. Parmi ces fonctionnaires, on retrouve de hautes responsabilités comme des agents spéciaux, des directeurs adjoints ou encore des spécialistes de la sécurité. Environ 1000 employés du FBI assignés à l'analyse de renseignements figurent également dans cette malheureuse liste. Eh oui, malheureuse, parce qu'elle met en danger la vie et la famille des agents infiltrés pour de quelconques missions. Pour ne prendre aucun risque qui pourrait leur nuire, le gouvernement américain s'est abstenu de confirmer les dires du pirate.
Pour cela, un porte-parole du ministère de la Justice américaine avait déclaré que l'agence fédérale est en train de chercher à déterminer l'existence d'accès non autorisés dans leur système, plus précisément les trous concernant les informations des employés victimes. Il ajoute que les investigations vont se poursuivre pour déterminer si les faits prétendus par le pirate sont avérés. Toutefois, il rassure l'opinion américaine qu'il n'y a encore aucune preuve que des informations personnelles sensibles des employés aient été rendues publiques. Comme la plupart de ces cyberattaques, le but défendu par le jeune protagoniste du piratage est, comme dit plus haut, une manifestation de son soutien à la Palestine. Son idéologie palestinienne est scandée par un slogan sur le réseau social. Son slogan « Vive la Palestine, vive Gaza » est brandi à la fin de son message un hashtag #FreePalestine. Ce piratage a suscité énormément de débats sur la question de la sécurité générale des données aux États-Unis. Plusieurs cyberattaques ayant été menées à l'endroit des employés du gouvernement américain. Les Américains ont encore en mémoire l'attaque de la messagerie du directeur du FBI en octobre de l'année 2015 par des pirates appelés Cracas with Attitude, avec comme membre important Kane Gamble. Les pirates avaient alors ciblé d'autres employés haut placés au niveau du gouvernement ainsi qu'un responsable à la Maison Blanche. Après ce piratage, il y a eu en janvier 2016 un autre groupe de cybercriminels qui ont publié une liste d'agents de police de l'État de Floride. Toutes ces attaques poussent l'expert en sécurité Michael Adams, qui a servi au sein de l'US Special Operations Command, à dire que le gouvernement américain est dans l'incapacité de protéger les données sensibles de ses employés. Selon lui, les fondamentaux de sécurité ne seraient pas respectés, ce qu'il trouve tout simplement inacceptable pour un pays qui prétend être la première puissance au monde. Aussi, il ne s'agissait pas que du FBI qui avait été impliqué dans cette série de piratages comme mentionné plus haut. Le compte Twitter du pirate à l'origine du piratage du FBI a également dévoilé des liens dirigeant vers les fichiers qui étaient la liste de contacts de Monsieur Brennan. Une liste d'appels téléphoniques d'un ancien directeur adjoint de la CIA ainsi que plusieurs autres documents. Le pirate présumé a également affirmé avoir piraté un compte de messagerie appartenant au secrétaire à la sécurité intérieure, Jay Johnson. L'utilisation du courrier électronique privé par de hauts responsables américains était devenue un problème majeur ces dernières années. Une cyberhabitude. Les coups de piratage informatique dans le but d'infiltrer un réseau gouvernemental n'ont commencé par le jeune prodige Kane Gamble. En effet, bien avant cet énorme coup de génie, si on peut ainsi le nommer, il y a eu celui de Jonathan Joseph James, un hacker américain qui a été le premier mineur incarcéré pour cybercriminalité aux États-Unis. A contrario, lui était originaire du sud de la Floride et n'a commis sa première infraction à 15 ans. Il n'a d'ailleurs pas vécu très longtemps car à 24 ans, il passe de vie à trépas. On pourrait bien imaginer que ce jeune garçon alors, à peine en pleine puberté, avait inspiré Kane Gamble. Malheureusement, il est impossible de l'affirmer car il n'en a jamais fait mention. Mais verrons comment Jonathan a pu se mettre dans des postures assez délicates avec la loi. Son génie est fascinant et démontre de son intelligence. Nous sommes en 1999 et entre août et octobre, James commet une série d'infractions qui consistaient à s'introduire dans divers systèmes dont ceux de Bell South, une entreprise de télécommunications américaine, et le système scolaire de Miami-Dade. Jusqu'à là, rien ne semblait inquiéter personne. Mais la fois de trop sera son intrusion dans les ordinateurs de la défense, Threat Reduction Agency ou DTRA. La DTRA est une division du département de la défense des États-Unis qui a pour mission principale l'analyse des risques potentiels ou menaces contre les États-Unis. Évidemment, une intrusion dans un système armé contre les attaques et menaces ne peut passer inaperçue. Pour arriver à faire cette intrusion, le jeune prodige rapporte qu'il avait installé une porte dérobée non autorisée dans un serveur informatique à Dulles, en Virginie, qu'il aurait par la suite utilisé pour installer un renifleur qui lui a servi d'intercepter plus de 3000 messages qui venaient et qui partaient de la DTRA. De plus, il interceptait de nombreux noms d'utilisateurs et mots de passe d'autres employés de DTRA, parmi lesquels il y a une dizaine d'ordinateurs militaires officiels. Le plus impressionnant dans l'explication qu'il donne est que le logiciel précisément utilisé lui a permis d'intercepter le code source de la Station spatiale internationale qui contrôle les éléments essentiels au maintien de la vie. Suite à tous ces événements orchestrés par l'adolescent, sa maison fut perquisitionnée le 20 janvier 2000 par des agents du ministère de la Défense, de la NASA et du département de la police de Pinecrest en Floride. Après son inculpation, qui a eu lieu 6 mois après la perquisition de sa maison, James passera un accord avec l'avocat américain Guy Lewis. Accord selon lequel il plaidera coupable pour 2 chefs d'accusation de délinquance juvénile contre une peine beaucoup plus clémente.
chose qui a été faite et James a été assigné à domicile avec probation jusqu'à ses 18 ans. Pour se répandre de ses actes, il a adressé des lettres de demande d'excuses à la NASA et au ministère de la Défense. Et comme à Kane Gamble, il lui a été interdit l'utilisation d'un ordinateur à la différence qu'il pouvait s'en servir sauf pour des œuvres créatives. Malheureusement, il surpasse sa probation en étant testé positif à la consommation de stupéfiants. Il purgera 6 nouveaux mois dans un établissement correctionnel fédéral de l'Alabama. Dans un contexte où le jeune homme aurait été adulte, il purgerait des peines beaucoup plus longues, allant jusqu'à plus d'une dizaine d'années. Quelques années plus tard, James sera retrouvé sans vie dans sa salle de bain avec une balle dans la tête auto-infligée. Il s'est ôté la vie. Pour cause, il se savait innocent de certains crimes dont on l'aurait inévitablement accusé. Pour lui, c'était le seul moyen de pouvoir arranger les choses. Les fins ne sont pas toutes heureuses pour les deux adolescents à l'époque. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis. Surtout ne manquez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine et à bientôt sur Cultination pour des contenus encore plus intéressants.